Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de laisser vos réflexions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Le matin suivant mon mariage, je me suis réveillé avec la conviction que ma vie avait enfin trouvé un ancrage sûr. La lumière du soleil se déversait à travers les fins rideaux blancs de notre chambre, réchauffant la courte pointe et peignant des rectangles doux sur le parquet. Pendant quelques secondes, je suis resté là, à écouter le silence. Je m'appelle Chloé Lefebvre. J'avais 32 ans, j'étais professeur des écoles à Aix-en-Provence, et j'avais épousé Lucas Bertrand moins de 24 heures plus tôt. Lucas dormait encore à côté de moi, un bras jeté nonchalamment sur les draps, respirant lentement et calmement. Son visage était détendu, sa bouche légèrement entr'ouverte, l'ombre légère d'une barbe naissante adoucissant sa mâchoire. Il avait l'air paisible, comme un homme n'ayant rien à cacher et toutes les raisons de se reposer tranquillement. Je l'ai observé un instant et j'ai ressenti une sorte de bonheur étrange et timide, le genre qui fait que votre poitrine se sent pleine et fragile en même temps. Je me suis glissé hors du lit sans faire de bruit pour ne pas le réveiller, j'ai enfilé mon peignoir et je suis allé pieds nus dans la cuisine. J'ai préparé mon thé comme je l'aimais. Trop de miel, pas tout à fait assez de citron, et j'ai coupé un petit morceau du gâteau de mariage restant dans la boîte sur le comptoir. Vanille avec crème au beurre et fraises, la même saveur que ma grand-mère commandait pour chaque anniversaire. Je me souviens avoir souri à moi-même, pensant à quel point il était étrange et doux d'appeler quelqu'un mon mari. Mon téléphone a vibré sur la table, glissant légèrement contre le bois. Un numéro inconnu a clignoté sur l'écran, un indicatif local, mais rien que je ne reconnaisse. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser la messagerie prendre le relais. C'était mon premier matin en tant que femme mariée. Je ne voulais penser à rien d'autre côté, au gâteau et à l'homme endormi dans mon lit. Mais quelque chose l'habitude peut-être m'a fait répondre. « Allô » ai-je dit en portant le téléphone à mon oreille. « Madame Lefebvre » a demandé un homme. Sa voix était posée et formelle. « C'est Stéphane Girard. Je suis le gérant du bistrot de l'Héritage. Nous avons accueilli votre réception de mariage hier soir. » Je me suis un peu détendu et j'ai souri. Même s'il ne pouvait pas le voir. « Oui, bien sûr. »« Merci encore » ai-je dit. Tout était magnifique. Vous et votre personnel avez été incroyables. Il y eut une pause assez longue pour que mon estomac se noue. Ce n'est pas pour cela que j'appelle, a-t-il dit doucement. La chaleur dans son ton s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus lourd. Nous avons visionné nos images de sécurité ce matin. Ce que nous avons trouvé concerne votre mariage. Mon cœur a raté un battement, puis a commencé à battre plus vite, assez lourdement pour que je le sente dans ma gorge. Concerne comment ? Ai-je demandé, forçant ma voix à rester égale. Je ne peux pas expliquer par téléphone, a répondu M. Girard. Madame Lefebvre, vous devez venir ici et voir cela en personne aujourd'hui. J'ai agrippé le bord de la table, la tasse en céramique chaude sous mon autre main. D'accord, ai-je dit lentement. Dois-je amener mon mari ? Il y eut une autre pause, plus courte mais plus tranchante cette fois. Lorsqu'il a parlé à nouveau, sa voix est tombée juste au-dessus d'un murmure. S'il vous plaît, venez seul, a-t-il dit. Et ne dites pas un mot à votre mari. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Les mots ne cadraient pas avec la lumière du matin, le reste de gâteau, la maison calme. Je comprends, ai-je réussi à dire. Je viendrai dès que je peux. Derrière moi, la douche dans la salle de bain s'est allumée. Lucas était réveillé. La vapeur a commencé à s'échapper sous la porte un instant plus tard. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone et fixé le comptoir. À cet instant, mon nouveau mariage parfait s'est fissuré. Avant cet appel téléphonique, je croyais savoir exactement qui était mon mari. Lucas Bertrand est entré dans ma vie discrètement, presque doucement. Nous nous étions rencontrés 6 mois plus tôt dans une petite librairie indépendante près du centre-ville d'Aix-en-Provence. Le genre d'endroit avec des chaises dépareillées, des coups de cœur du personnel écrits à la main, et l'odeur du vieux papier et du café infusé incrusté dans les murs. J'y étais allé après l'école, portant encore ma robe fleurie et mon gilet, cherchant un guide pédagogique pour ma classe de CE2. Lucas se tenait dans l'allée des magazines, feuilletant une pile de revues automobiles, de la graisse encore légèrement visible sous ses ongles.
Il portait un t-shirt gris délavé avec le logo d'un garage de restauration de voitures anciennes locales et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Quand j'ai tendu la main vers un livre sur l'étagère supérieure et que j'ai dû me mettre sur la pointe des pieds, il l'a remarqué. « Tenez, laissez-moi attraper ça pour vous », a-t-il dit, s'approchant avec un sourire facile, presque timide. Il a descendu le livre et me l'a tendu. Ses doigts ont effleuré les miens juste assez longtemps pour que je sente les callosités sur ses mains. « Vous êtes enseignante » a-t-il demandé en hochant la tête vers le titre. « Oui, CE2, ai-je dit. J'essaie de trouver quelque chose qui rendra les fractions moins terrifiantes. » Il a gloussé. « Si vous trouvez la solution, faites-le moi savoir. J'ai à peine survécu aux fractions moi-même. » Nous avons ri tous les deux et le son semblait naturel, comme si nous nous connaissions depuis plus de 30 secondes. Nous avons commencé à parler. C'était facile, naturel, comme deux adultes qui avaient passé l'âge des jeux et des répliques répétées. Lucas m'a dit qu'il travaillait comme mécanicien dans un garage de restauration de l'autre côté de la ville, qu'il aimait les moteurs parce qu'ils avaient du sens. Si quelque chose est cassé, il y a une raison, a-t-il dit. Vous trouvez la raison, vous réparez. Les gens sont beaucoup plus compliqués que les voitures. Je lui ai parlé de mes élèves et de la façon dont l'un d'eux avait dessiné une image de moi avec 10 bras parce que je portais toujours trop de choses. Ce que j'ai remarqué le plus, ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il écoutait. Il se souvenait des détails. La fois suivante où nous nous sommes rencontrés pour un café, il a demandé des nouvelles d'un élève par son nom. Quand je restais tard pour corriger des copies, il m'apportait des plats à emporter ou un café au lait et s'asseyait tranquillement au fond de ma classe jusqu'à ce que j'aie fini. Quand j'étais fatigué, il le remarquait et proposait de me raccompagner chez moi. Quand j'étais stressé, il se présentait sans qu'on le lui demande. Après des années de solitude, ce genre d'attention ressemblait à de la chaleur après un long hiver. Il était prudent physiquement, ne poussant jamais, ne précipitant jamais. Lors de notre 3e rendez-vous, quand j'ai hésité devant ma porte d'entrée, il a reculé au lieu de se pencher. « Nous avons le temps », a-t-il dit. « Je suis sérieux à ton sujet, Chloé. Je ne suis pas là pour jouer. » La façon dont il l'a dit, stable, sans pression, m'a fait le croire. Il parlait de l'avenir, de stabilité, de vouloir quelque chose de réel. Un soir, à peine un mois après le début de notre relation, nous étions assis sur mon canapé à partager un repas à emporter pendant qu'une émission oubliable passait en arrière-plan. Lucas a baissé le volume et m'a regardé comme s'il avait décidé quelque chose. « Je sais que 6 mois n'est pas long pour certaines personnes, » a-t-il dit. « Mais je ne suis pas intéressé par faire semblant. Je veux une vie, pas juste des rendez-vous. Je vois ça avec toi. » Je me souviens que mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de la possibilité que peut-être, enfin, j'avais bien choisi. Mes parents étaient prudents quand je l'ai amené à la maison pour le dîner. Mon père, Jean Lefebvre, écoutait attentivement Lucas parler de son travail et de ses projets. Ma mère, Marie, observait le visage de Lucas quand il pensait que personne ne regardait. Leurs questions étaient douces mais pointues. « Que voyez-vous pour les 5 prochaines années » a demandé mon père. Lucas a souri. « Je me vois diriger mon propre atelier un jour, » a-t-il dit. « Et je me vois rentrer à la maison auprès de votre fille, pas dans un appartement vide. » Après son départ ce soir-là, ma mère m'a pris la main dans la cuisine. « Il semble gentil » a-t-elle dit. « Mais 6 mois c'est rapide, Chloé. » J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, tout avec Lucas semblait calme, prévisible, sûr. Il ne buvait pas beaucoup. Il travaillait dur en tant que restaurateur de voitures. Il disait vouloir une vie simple, une femme, un foyer, quelque chose de stable. Je l'ai cru. J'ai cru que parfois l'amour arrive doucement, sans drame, et que mes années de déception touchaient enfin à leur fin. Notre nuit de noces ressemblait exactement à ce que les gens imaginent que le bonheur devrait être. Nous avions choisi le bistrot de l'héritage pour la réception parce que cela semblait chaleureux et personnel. Un restaurant aux murs de briques avec un éclairage doux et une petite cour intérieure ornée de guirlandes lumineuses blanches. Pas de grande salle de bal, pas de décorations excessives, juste environ 40 invités, de la bonne nourriture et les personnes qui comptaient le plus. Mes parents étaient là, les parents de Lucas, quelques collègues de mon école, ses amis du garage, et mes demoiselles d'honneur, y compris mon ami de longue date, Manon Moreau. Quand mon père m'a accompagné dans l'allée de la petite salle d'événements,
sa main tremblait légèrement contre la mienne. « Tu es magnifique », a-t-il chuchoté. « Et je suis fier de toi. » J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas pleurer. Puis j'ai vu Lucas debout à l'avant dans un costume bleu marine, les yeux fixés sur moi comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Il souriait comme un homme profondément amoureux, comme un homme qui avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. La cérémonie était simple. Les vœux étaient sincères. Quand Lucas a glissé l'anneau à mon doigt, il a serré ma main et s'est penché juste assez pour que je l'entende dire « Je te protégerai toujours ». Pendant notre première danse, il m'a serré contre lui et a murmuré qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Les gens nous enregistraient sur leur téléphone. Quelqu'un essuyait des larmes pendant un moment. Cela ressemblait à un moment qui resterait intact dans ma mémoire pour toujours, mais il y avait de petites choses que j'ignorais. Manon riait trop fort aux blagues de Lucas, un peu trop près. Elle touchait son bras quand elle lui parlait, ses doigts s'attardant sur sa manche. À un moment donné, elle a enroulé ses bras autour de ses épaules par derrière et a dit « Tu as intérêt à bien la traiter, Lucas. C'est l'une des bonnes. » Sa voix était légère, enjouée, mais quelque chose dans ses yeux a vacillé quand elle m'a regardé. Un éclair de quelque chose que je n'ai pas nommé. Je l'ai remarqué, mais je l'ai balayé. Manon avait toujours été comme ça. Confiante, physique, à l'aise avec l'attention. Nous étions amis depuis l'université. Elle m'avait accompagné à travers les ruptures, les sessions d'études tardives et ma première année d'enseignement. Je me suis dit que j'étais bête, que j'étais une mariée lors d'une journée émouvante, et que tout semblait amplifié. Je me suis rappelé que Manon m'avait aidé à choisir ma robe, à planifier le plan de table et à choisir les fleurs. Pourquoi douterais-je d'elle maintenant? Plus tard dans la soirée, alors que je dansais avec mon père sur l'une de ses vieilles chansons soul préférées, j'ai vu Lucas s'éloigner de notre table. Quand j'ai croisé son regard, il a mimé « appel du travail » et a pointé vers l'arrière. J'ai hoché la tête. C'était logique. Il avait mentionné une voiture, peut-être une Citroën de collection, qui devait être prête tôt lundi matin. Je n'ai pas remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Cette nuit-là, entourée de sourires et de musique, je croyais être la femme la plus chanceuse de la pièce. Je ne savais pas que pendant que nous célébrions l'amour, quelque chose de les prenait déjà forme dans l'ombre. L'appartement où nous sommes rentrés après la réception était le mien. Un modeste appartement de ville de 2 chambres au 4e étage d'un immeuble en briques juste à l'extérieur du centre-ville d'Aix. Rien d'extravagant, mais c'était chaleureux, payé, et rempli de souvenirs. Je l'avais hérité de ma grand-mère 3 ans plus tôt. Elle avait travaillé toute sa vie comme comptable, prudente avec chaque centime. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne jamais le vendre. Cet endroit est ta sécurité, m'avait-elle dit. Peu importe ce qui arrive, tu auras toujours un toit au-dessus de ta tête. J'ai tenu cette promesse. J'ai rénové lentement, un chèque de paix à la fois, du nouveau papier peint dans le couloir, une petite table en bois près de la fenêtre dans la cuisine, un canapé d'occasion que j'ai retapissé moi-même. L'appartement semblait être chez moi parce qu'il avait grandi avec moi. Lucas disait que c'était ce qu'il aimait le plus à son sujet, qu'il semblait réel, honnête, comme un endroit fait pour une famille. Avant notre mariage, Lucas louait un minuscule studio à l'autre bout de la ville. Il disait que c'était temporaire, qu'il économisait, que les choses s'amélioreraient. Il ne sert à rien de payer un loyer quand tu as tout un appartement ici, disait-il, moitié plaisantant, moitié sérieux. Une fois mariés, nous devrions mettre nos 2 noms sur tout. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Je me souviens d'une conversation particulière quelques semaines avant le mariage. Nous étions assis à ma table de cuisine, la lumière du soir s'estompant dehors, une pile de factures de mariage devant nous. Lucas a pris ma main et a frotté son pouce sur mes articulations. « As-tu déjà pensé à mettre l'appartement à nos 2 noms » a-t-il demandé. Pas parce que je m'inquiète de quoi que ce soit, mais parce que cela semble juste. Propriété conjointe, partenariat complet. J'ai hésité. Les mots de ma grand-mère ont résonné dans mon esprit. Ça a toujours été juste à moi, ai-je dit lentement. J'ai promis à ma grand-mère que je ne le vendrai jamais. Lucas a hoché la tête, son expression douce. Je ne te demande pas de le vendre, a-t-il dit. Je dis juste que le mariage c'est le partage, non? Si quelque chose m'arrive, je voudrais que tu sois protégé aussi. Si nous achetons quelque chose ensemble,
nous pouvons parler à un notaire après le mariage et nous assurer que tout est juste dans les deux sens. Son raisonnement semblait réfléchi, raisonnable. Je me suis dit que nous reviendrions sur le sujet plus tard avec des papiers et des termes clairs. Je ne réalisais pas alors que je n'apportais pas seulement de l'amour dans le mariage. J'apportais la sécurité. Et pour la mauvaise personne, la sécurité peut ressembler beaucoup à une opportunité. Ce matin-là, après avoir raccroché avec M. Girard, je suis retourné vers la chambre. La douche coulait toujours. Lucas fredonnait quelque chose, faux comme il le faisait toujours. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte un instant et j'ai regardé la vapeur s'élever le long de la fente de lumière au bas de la porte de la salle de bain. « Tout va bien ?» a-t-il appelé quand il a entendu mes pas. « Oui », ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Juste un appel du restaurant. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé des décorations supplémentaires que nous avons laissées derrière et voulaient savoir quand nous pourrions les récupérer. Le mensonge a glissé facilement, me surprenant. « Tu veux que je vienne ?» a-t-il demandé. « Je peux passer après le garage aujourd'hui. » J'ai avalé ma salive. « Non, c'est bon. Je suis en congé. Je peux m'en occuper. » « D'accord, » a répondu Lucas. La douche s'est arrêtée. « Ne les laisse pas te convaincre de payer pour autre chose. Nous leur avons déjà donné assez d'argent, » a-t-il plaisanté. J'ai émis un son que j'espérais passer pour un rire et je suis retourné à la cuisine. Mes jambes semblaient creuses, comme si elles pouvaient se dérober sous moi. J'ai siroté mon thé, le goûtant à peine, et j'ai fixé l'horloge murale jusqu'à ce que les aiguilles bougent enfin assez pour que je justifie mon départ. J'ai conduit jusqu'au bistrot de l'héritage, mes mains tremblant sur le volant. Les rues semblaient les mêmes que la veille, mais la ville semblait différente. La lumière du jour dépouillait la magie. Le restaurant était fermé pendant la journée, le parking presque vide. La cour intérieure qui avait brillé de lumière et de musique reposait maintenant dans le silence, les chaises empilées, les tables nues. L'odeur de nourriture de la nuit dernière avait disparu, remplacée par l'odeur piquante des produits de nettoyage s'échappant chaque fois que la porte latérale s'ouvrait. M. Girard m'a rencontré à l'entrée principale et a déverrouillé la porte. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il ne l'avait paru la veille lorsqu'il remplissait les verres d'eau et supervisait les serveurs. « Madame Lefebvre » a-t-il dit en hochant la tête. « Merci d'être venu. » Ses yeux étaient gentils mais lourds. « Vous devriez vous asseoir avant de voir ça. » C'est alors que la peur s'est vraiment installée dans ma poitrine, lourde et froide. Il m'a conduite dans un couloir étroit passant devant la cuisine où un lave-vaisselle ronronnait et le faible cliquetis de la vaisselle résonnait. Nous sommes entrés dans un petit bureau à l'arrière. Un ordinateur portable était ouvert sur le bureau. L'écran était en pause sur une image granuleuse en noir et blanc. Des étagères, des cartons, un petit canapé dans le coin. L'horodatage a été supprimé, mais je savais qu'il était tard. Mon esprit s'emballait, essayant de situer le moment. Je dansais avec mon père à ce moment-là. Lucas prenait un appel professionnel. M. Girard s'est raclé la gorge doucement. « Je veux que vous sachiez que j'ai débattu de vous appeler du tout, » a-t-il dit. « Mais si c'était ma fille, je voudrais que quelqu'un lui dise. » Sa voix était stable, mais sa mâchoire était serrée. Il a appuyé sur lecture. La porte dans la vidéo s'est ouverte. Manon est entrée la première, sa robe ajustée et scintillante sous la lumière tamisée, c'est pas aussi confiant qu'il l'avait été sur la piste de danse. Elle a regardé par-dessus son épaule avant d'entrer complètement à l'intérieur. Puis Lucas a suivi. Mon Lucas. Il a fermé la porte derrière lui et s'est tourné vers elle. Mon souffle a quitté mon corps comme si quelqu'un m'avait frappé. Manon a dit quelque chose que je ne pouvais pas encore entendre. Elle a placé ses deux mains sur sa poitrine, ses doigts s'étalant sur le devant de sa chemise. Il a enroulé ses bras autour de sa taille comme si c'était le mouvement le plus naturel du monde. Puis ils se sont embrassés. Ce n'était pas une erreur, pas un effleurement accidentel des lèvres, pas un bref dérapage. C'était un baiser long et délibéré, le genre partagé par des gens ayant une histoire, par deux personnes qui avaient fait cela auparavant. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision se brouillait. Je voulais détourner le regard, fermer l'ordinateur portable, me réveiller dans mon lit avec la lumière du soleil sur les draps, mais je ne pouvais pas bouger. L'image me retenait sur place. Ils se sont assis sur le petit canapé.
Manon a sorti une cigarette de sa pochette et l'a tendue à Lucas, qui l'a allumée et a pris une bouffée avant de la repasser. Ils ont ri de quelque chose. Leurs épaules sont tombées, leur corps se relaxant dans le petit espace, confortable, à l'aise, comme si cette scène était familière, comme si mon existence en dehors de cette pièce de stockage n'avait pas d'importance. Peut-être qu'il y a une explication, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible même pour moi-même. Peut-être qu'ils ont trop bu. Peut-être. Les mots se sont désagrégés dans ma bouche. M. Girard n'a rien dit. Au lieu de cela, il a tendu la main vers le contrôle du volume. « Je vais mettre le son maintenant », a-t-il dit doucement. « Vous devriez entendre ça. » Il a monté le volume, et c'est alors que mon mariage a vraiment pris fin. Au début, leur voix était basse, presque décontractée, comme deux personnes se détendant après une longue journée. Manon a ri et a dit « Je pensais que j'allais péter les plombs là-bas, à te regarder danser avec elle toute la nuit. » Elle a expiré de la fumée, la cigarette rougeoyant faiblement. Faire semblant d'être sa meilleure amie me rend malade. La voix de Lucas a suivi, calme et indifférente. « Détends-toi », a-t-il dit. Tout se passe exactement comme prévu. Le mot « prévu » a résonné dans ma tête, rebondissant dans le bureau jusqu'à ce qu'il semble venir des murs. Manon s'est rapprochée sur le canapé. « Combien de temps encore devons-nous continuer ça ?» a-t-elle demandé. « Quand est-ce que tu divorces enfin d'elle ?» Je suis fatigué de sourire à sa figure. Lucas a haussé les épaules comme s'il discutait d'un calendrier, pas d'une vie. « D'abord, elle va signer pour mettre l'appartement aux deux noms, » a-t-il dit. J'ai déjà commencé à planter l'idée. Propriété conjointe, égalité et mariage. Elle adore ce genre de langage. Elle est confiante. Elle ira chez le notaire elle-même. Mes mains se sont serrées si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. La douleur m'ancrait, m'empêchait de flotter loin de mon propre corps. Manon a incliné la tête. « Et après » a-t-elle demandé. « Une fois que tu as la place. » Lucas s'est adossé. « Après le divorce, l'appartement reste le mien, » a-t-il dit. « Nous le vendrons, achèterons quelque chose de mieux. Vivrons du reste pendant un moment. Cet endroit vaut plus qu'elle ne le prétend. » La petite maîtresse d'école a bien réussi. Puis il a prononcé la phrase qui a brisé quelque chose profondément en moi. Épouser une prof était facile, a-t-il dit presque amusé. Elle est solitaire, prévisible, reconnaissante pour l'attention. Ennuyeuse, honnêtement. Tout ce que j'avais à faire était de me montrer et d'écouter. Ils ont ri tous les deux. Manon a jeté ses cendres dans une petite poubelle. « Eh bien, au moins elle est utile », a-t-elle dit. Je lui accorderai ça. Il parlait des enfants comme d'un inconvénient. De mon travail comme d'un passe-temps, de ma vie comme d'un obstacle mineur dans leur plan. Chaque mot dépouillait une autre couche d'illusion. J'ai réalisé alors que rien de tout cela n'avait été réel. Pas la rencontre à la librairie, pas les discussions tardives, pas la façon dont il avait serré ma main pendant les vœux. Je n'étais jamais sa partenaire. Je n'étais jamais sa femme dans son esprit. J'étais son plan. Quand la vidéo s'est terminée, la pièce est devenue silencieuse. L'écran de l'ordinateur s'est figé sur une image de Lucas se penchant, chuchotant quelque chose à l'oreille de Manon. Mon corps semblait à la fois lourd et creux. Pendant un moment, j'ai attendu les larmes. Elles ne sont pas venues. Au lieu de cela, quelque chose en moi a changé. La blessure n'a pas disparu, mais elle a changé de forme, moins comme une vague noyante et plus comme une pierre dure et froide s'installant dans ma poitrine. « Je suis tellement désolé, Madame Lefebvre, » a dit M. Girard doucement. Nous avons découvert cela en vérifiant du matériel. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai hoché la tête sans vraiment le voir. Puis-je avoir une copie ? Ai-je demandé. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, calme, presque égale. Bien sûr, a-t-il dit. Il m'a tendu une petite clé USB. Tout est là-dessus. Je me suis levé, mes jambes instables, mais bougeant. Merci, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. En sortant du bureau, mes doigts se sont serrés autour de la clé USB si fort que les bords en plastique pressaient dans ma peau. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si elle portait plus que de simples fichiers vidéo. Elle portait la vérité,
et la vérité brûlait. Je ne suis pas rentré chez moi. Mes mains ont tourné le volant vers la maison de campagne dans le Luberon où vivaient mes parents, dans un quartier plus calme. Le trajet a défilé en flou, feux de circulation, panneaux publicitaires, le son de ma propre respiration trop fort dans la voiture. Quand j'ai frappé à leur porte, ma mère a ouvert et a jeté un coup d'œil à mon visage. Son expression s'est effondrée. « Chloé » a-t-elle chuchoté. « Que s'est-il passé ?» Mon père est apparu derrière elle, son front se plissant. « Entre » a-t-il dit. « Assieds-toi. » Ils m'ont installé à la table de la cuisine, la même table où nous avions mangé d'innombrables dîners de famille, où j'avais fait mes devoirs enfants. La familiarité ordinaire de l'espace rendait ce que j'avais à dire surréaliste. Mes mains tremblaient alors que je posais l'ordinateur portable sur la table et branchais la clé USB. « J'ai besoin que vous regardiez tous les deux ceci, » ai-je dit calmement. Ma mère a pris ma main. « Est-ce qu'on le veut » a-t-elle demandé, sa voix tremblant. « Vous devez » ai-je répondu. « Pour que vous sachiez ce que je m'apprête à faire. » J'ai appuyé sur lecture. Nous avons tous les trois regardé la même scène se dérouler. La pièce de stockage, le baiser, la conversation sur mon appartement, les blagues à mes dépens. Ma mère a couvert sa bouche à mi-chemin, des larmes coulant sur ses joues. La mâchoire de mon père s'est serrée jusqu'à ce que les muscles de son visage saillent. Ses mains agrippaient le bord de la table, les jointures blanches. Quand la vidéo s'est terminée, le silence semblait lourd. Ma mère sanglotait doucement, cherchant un mouchoir. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. « Je vais à cet appartement tout de suite » a-t-il dit, sa voix basse et tremblante de colère. « Je vais traîner cet homme dehors et lui faire regretter d'être entré dans cette librairie. » Je me suis levé et je lui ai fait face. « Non » ai-je dit. Le mot est sorti plus fort que je ne l'attendais. Si je vais le voir maintenant, si nous le confrontons en privé, il pleurera. Il s'excusera. Il me dira qu'il était ivre ou confus ou sous pression. Il dira que cela ne signifiait rien. Les hommes comme lui ont toujours des mots près. Ma voix n'a vacillé qu'une fois, mais j'ai continué. Pendant un moment, je pourrais douter de moi-même. Je ne lui donnerai pas cette chance. Mon père m'a fixé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Alors, que veux-tu faire » a-t-il demandé. Je me suis rassaise, sentant la forme d'une réponse se former alors même que je parlais. « Je ne veux pas d'excuses privées » ai-je dit. « Je veux la vérité au grand jour. Je veux que Lucas et Manon ressentent exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu leur voix sur cette vidéo, exposés, impuissants, vus pour ce qu'ils sont vraiment. » Cette nuit-là, assise à la table de cuisine de mes parents avec une tasse de café froid devant moi, la douleur n'a pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. En dessous, quelque chose de plus clair a pris racine. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Je devais juste choisir le bon moment. Le plan est venu lentement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il s'installe dans quelque chose de simple. Assez simple pour fonctionner. Les gens organisent parfois une seconde célébration après un mariage, un retour de noces décontracté, une chance pour tout le monde de se détendre hors des vêtements formels et de partager des histoires du grand jour. Personne ne trouverait cela étrange. Le lendemain après-midi, je suis entré dans le salon où Lucas était assis sur le canapé, zappant les chaînes, ses pieds sur la table basse comme si rien au monde n'allait mal. J'ai réfléchi, ai-je dit. La nuit dernière est passée si vite. J'ai à peine pu parler à qui que ce soit. Et si nous faisions un petit rassemblement de remerciements le week-end prochain ? Juste un peu de nourriture, de la musique, et du temps pour vraiment profiter de nos invités. Lucas a coupé le son de la télévision et m'a regardé. Une autre fête ? A-t-il demandé, puis a souri. Tu es sûr que tu n'es pas fatigué de planifier ? Mais si tu le veux, je suis partant. Tu es toujours attentionné comme ça. Il s'est levé à travers la pièce et a embrassé mon front. J'ai failli rire, non pas par humour, mais par le contraste frappant entre son toucher doux et les mots que je l'avais entendu dire dans cette pièce de stockage. J'ai appelé le bistrot de l'héritage plus tard dans la journée. M. Girard a écouté calmement alors que j'expliquais ce que je voulais. Bien sûr, a-t-il dit, nous pouvons réserver la même salle. Je m'assurerai que l'équipement est prêt. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Il savait déjà pourquoi.
Nous avons choisi un menu simple, un buffet léger, quelques boissons, rien d'extravagant, juste assez pour réunir les gens à nouveau. Une fois la réservation fixée, j'ai commencé à passer des appels. J'ai téléphoné à mes parents d'abord, puis aux parents de Lucas, puis à mes collègues, puis à ses amis du garage. J'ai invité Manon en dernier. « Tu fais un autre événement ?» a-t-elle dit, l'excitation s'enflammant dans sa voix. « Ma chérie, tu nous gâtes. » J'ai souri crispement, reconnaissante qu'elle ne puisse pas voir mon visage. « Je veux juste remercier tout le monde correctement, » ai-je répondu. « Tu as été une si bonne amie à travers tout cela. Ce ne serait pas juste sans toi là-bas. »« S'il te plaît, tu sais que je ne manquerai pas ça, » a dit Manon. « Envoie-moi leur par texto. »« Et Chloé, tu as vraiment le plus grand cœur. » Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Les mots ne piquaient plus. Ils confirmaient juste ce que je savais déjà. Tous les deux croyaient que j'étais aveugle. Dans les jours précédant le rassemblement, Lucas agissait comme un jeune marié qui avait tout ce qu'il voulait. Il m'embrassait sur la joue quand il partait travailler le matin et m'envoyait des textos l'après-midi. De petits messages à propos d'une voiture qui ne voulait pas coopérer, ou d'un client qui avait essayé d'expliquer le bruit sous le capot avec des gestes sauvages. Le soir, il s'étendait sur le canapé la tête sur mes genoux, demandant des nouvelles de mes élèves et de ce qu'ils avaient dessiné ou dit ce jour-là. Je l'observais attentivement, étudiant la facilité de ses mensonges. La façon dont son visage passait de l'espiègle au sérieux et vice-versa sans effort. Une fois, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, il m'a donné un petit coup d'épaule. « Tu sais, après avoir fini avec la deuxième fête, nous devrions parler à quelqu'un pour l'appartement, » a-t-il dit. Mettre tout au clair légalement pour que nous soyons tous les deux protégés. Le mariage, c'est de la paperasse, non? J'ai essuyé une assiette, l'ai posée soigneusement dans le placard, et j'ai croisé son regard. « Tu as raison, » ai-je dit. Après le rassemblement, nous en parlerons. Il a souri, satisfait, et s'est détourné, ne remarquant jamais que mes mains ne tremblaient plus. Quand samedi est arrivé, tout était prêt. La salle d'événement du restaurant semblait familière, mais dépouillée. Les tables disposées plus nonchalamment, les lumières légèrement plus tamisées. La musique jouait doucement en arrière-plan. Les invités arrivaient en un flux régulier, mes parents, les parents de Lucas, les collègues, les amis. Les rires remplissaient la pièce. Les gens s'étreignaient et nous félicitaient à nouveau, parlant de la beauté de la cérémonie, de la qualité de la nourriture. Lucas était assis à la table centrale, détendu et confiant, racontant des histoires sur une voiture qui avait failli tomber d'un pont élévateur, et comment il avait sauvé la situation. Manon est arrivée en retard, comme je savais qu'elle le ferait, vêtue d'une robe verte ajustée qui faisait tourner les têtes à son entrée. Elle a souri largement, m'a embrassé sur la joue, puis s'est glissée sur la chaise à côté de Lucas comme si elle y avait sa place. Je les ai observés de l'autre côté de la pièce, mon cœur étonnamment stable. Quand tout le monde a eu mangé et s'est réinstallé sur ses sièges, je me suis dirigé vers l'avant de la salle. Un écran portable se tenait derrière moi, blanc et modeste. Le projecteur, déjà connecté à l'ordinateur portable de M. Girard, ronronnait doucement. J'ai pris mon verre et l'ai tapoté légèrement avec une fourchette. La pièce s'est tue, les visages se tournant vers moi. Lucas me souriait avec ce qui ressemblait à de la fierté. « Merci à tous d'être venus », ai-je dit. Ma voix portait clairement dans la pièce. Je sais que cela ne fait qu'une semaine depuis le mariage, mais cette nuit est passée si vite. J'avais l'impression de ne pas avoir pu remercier correctement les personnes qui nous ont élevés, soutenus et aimés. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, puis à ceux de Lucas. Vous avez tous été une si grande partie de nos vies, et je voulais une soirée de plus pour honorer cela. Plusieurs personnes ont souri et levé leur verre. Lucas a hoché la tête, sa main reposant facilement sur le dossier de la chaise de Manon. Il y a une chose de plus, ai-je continué. Après la réception, le personnel ici a visionné ces images de sécurité comme il le fait toujours. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils pensaient que je devais voir. Je suis d'accord. Je crois que tout le monde dans cette pièce devrait le voir. J'ai fait un signe de tête vers M. Girard. Stéphane, vous voulez bien? L'écran s'est allumé. Au début, les gens se sont penchés en avant, s'attendant à un diaporama de danse ou de discours, mais ce qui est apparu était la pièce de stockage.
les étagères, les cartons, le petit canapé dans le coin. Un murmure a parcouru la foule. Le corps de Lucas s'est raidi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il crié. Personne n'a répondu. Manon est entrée dans le cadre. Un halètement aigu a traversé la pièce. Une fourchette est tombée au sol avec fracas. Lucas a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. « Éteins ça » a-t-il crié. « Chloé, qu'est-ce que tu fais » Personne n'a bougé. La vidéo continuait de jouer. Lucas est entré dans la pièce sur l'écran, a fermé la porte, a enroulé ses bras autour de Manon et l'a embrassée. Le son s'est activé. La voix de Manon a rempli la pièce, plaisantant sur le fait de faire semblant d'être mon ami, sur le fait d'avoir la nausée en le regardant danser avec moi. La voix de Lucas a suivi, calme et cruelle, exposant le plan pour mon appartement, riant de la facilité avec laquelle il avait épousé une professeure solitaire et prévisible. Alors que les mots s'enfonçaient, les visages autour de la pièce changeaient. Le choc se transformait en incrédulité. L'incrédulité s'est durcie en colère. La mère de Lucas a couvert sa bouche, des larmes inondant ses yeux. Son père fixait l'écran comme s'il ne reconnaissait pas l'homme qui parlait. Ma mère a attrapé la main de mon père sous la table. Manon a essayé de se lever, mais personne ne la regardait plus avec sympathie. La pièce était silencieuse à l'exception de la vidéo, et la vérité était assez forte pour tout détruire. Quand la vidéo s'est terminée, l'écran est devenu noir. Personne ne parlait. Lucas restait figé, son visage vidé de sa couleur. « Chloé, écoute » a-t-il dit finalement, sa voix se brisant. Ce n'est pas ce à quoi ça ressemble. J'étais ivre. J'étais confus. Elle. Je me suis avancé, j'ai glissé l'alliance de mon doigt et je l'ai posée doucement sur la table devant lui. Ce mariage est fini, ai-je dit. Ma voix était calme, stable. Je dépose la demande de divorce lundi. Lucas a tendu la main vers la mienne, la panique brisant son charme habituel. Attends, a-t-il dit. Chloé, s'il te plaît. Je peux expliquer. Je suis désolé. C'était une erreur. Elle m'a poussé. Je ne voulais pas. J'ai retiré ma main. Tu as prévu de voler ma maison, ai-je dit doucement, mais chaque mot portait. Tu m'as menti en face. Tu m'as humilié dans mon dos. Tu as traité ma vie comme une étape de ton plan. Il n'y a plus rien à expliquer pour toi. Je me suis tourné vers Manon. Tu es mon ami, ai-je dit. Tu t'es tenu à côté de moi à mon mariage et tu as souri pendant que tu comptais les façons dont tu pourrais aider à détruire ma vie. C'est ce que tu es. Manon a regardé autour de la pièce, les yeux écarquillés, cherchant quelqu'un pour rejoindre sa version de l'histoire. Personne ne l'a fait. Le père de Lucas s'est avancé, sa voix rauque mais ferme. Lucas, a-t-il dit, sors tes affaires de chez elle ce soir. Tu ne mérites pas de rester sous ce toit une seconde de plus. Lucas a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Quel que soit l'argument qu'il cherchait, il est mort dans sa gorge. Alors qu'il marchait vers la porte, les gens se sont écartés, laissant un chemin clair comme s'il portait quelque chose de toxique qui pourrait se répandre s'il les frôlait. Manon a suivi quelques pas derrière, mais personne ne l'a rappelé. Personne n'a demandé si elle allait bien. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux qui semblait définitif. Je l'ai regardé pendant un long battement de cœur et j'ai senti quelque chose d'inattendu m'envahir. Le soulagement. Pas bruyant, pas triomphant, pas joyeux, juste propre et final, comme une grande inspiration après avoir été tenu sous l'eau. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mes poumons se remplir complètement. J'ai remercié tout le monde d'être venu, d'avoir été témoin de la vérité, et puis je suis sorti avec mes parents. Il n'y avait plus rien à dire. Lucas était parti avant minuit. Quand je suis retourné à l'appartement avec mes parents, ses chaussures avaient disparu du tapis près de la porte. La rangée de chemises qui était apparue dans mon placard au cours des derniers mois avait disparu, laissant des cintres vides se balancer lentement. L'étagère de la salle de bain où son rasoir et son eau de Cologne avaient trôné était nue. C'était étrange à quel point quelqu'un pouvait s'effacer rapidement d'une vie qu'il avait prétendu vouloir pour toujours. Les quelques jours suivants sont passés comme un flou. Je suis resté chez mes parents au début. Ils n'ont pas imposé de conseils ni ne m'ont criblé de questions. Ils sont juste restés à proximité.
Ma mère préparant du thé, mon père mettant de vieux films qu'il savait que j'aimais. Tous deux me donnant de l'espace quand j'avais besoin de silence. Le lundi matin, j'ai mis mes vêtements de travail habituels, je me suis regardé dans le miroir et j'ai conduit jusqu'à l'école. Quand je suis entré dans ma classe, mes élèves se sont précipités vers moi, bavardant, agitant des dessins et des tests d'orthographe. « Maîtresse, regardez ce que j'ai fait. »« Madame Lefebvre, j'ai eu un A. » Leur petite voix remplissait la pièce, manquant dans quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. La vie ne s'est pas arrêtée parce que mon mariage avait pris fin. Il y avait encore des boîtes à déjeuner à ouvrir, des conflits pour des crayons à régler, des histoires à lire à haute voix. Après l'école, j'ai rencontré un avocat recommandé par l'un de mes collègues. Lucas n'a pas contesté le divorce. Il a signé les papiers sans un mot, réalisant peut-être que toute résistance ne ferait qu'attirer plus d'attention sur ce qu'il avait fait. L'appartement est resté le mien, tout comme il l'avait toujours été. La promesse que j'avais faite à ma grand-mère a tenu. Mon toit est resté au-dessus de ma tête. Des amis ont pris des nouvelles. Certains se sont excusés de ne pas avoir vu les signes. D'autres ont admis qu'ils avaient remarqué de petites choses. Les touchés persistants de Manon, les commentaires étranges de Lucas sur l'appartement, mais n'avaient pas voulu dire quoi que ce soit et risquaient de paraître négatifs. J'ai écouté, hoché la tête et les ai remerciés. La nuit, quand je m'allongeais dans mon lit de retour à l'appartement, le calme pressait contre moi au début, lourd et inconnu. Lentement, le silence a changé. Il a cessé de ressembler à du vide et a commencé à ressembler à la paix. Pas de mensonges tard le soir. Pas de surveillance attentive du visage de quelqu'un pour y chercher des failles. Pas d'attente qu'une autre mauvaise nouvelle tombe. Juste le son du ventilateur de plafond et de la ville à l'extérieur de ma fenêtre. J'ai réalisé quelque chose d'important durant ces semaines. La partie la plus difficile n'était pas de perdre un mari. C'était de perdre l'illusion en laquelle j'avais eu confiance. Une fois cette illusion partie, tout le reste semblait plus léger. Le temps n'a pas effacé ce qui s'est passé, mais il a changé la façon dont cela vivait en moi. J'ai appris que la gentillesse sans limite invite les mauvaises personnes. J'ai appris qu'être calme ne signifie pas être faible. Et j'ai appris que le silence peut être un choix, pas une condamnation. Lucas avait pensé que ma confiance me rendait facile à utiliser. Manon avait pensé que ma gentillesse me rendait aveugle. Ils avaient tous les deux tort. J'avais observé même quand je ne le réalisais pas. J'avais appris. J'avais décidé. Je n'avais pas besoin d'une vengeance bâtie sur les cris ou le chaos. J'avais besoin que l'honnêteté soit placée carrément au grand jour et laissée là pour que tout le monde la voie. Aujourd'hui, je vis à nouveau seul et pour la première fois depuis longtemps, cela semble juste. Ma maison est toujours la mienne. Ma vie est plus calme, plus intentionnelle, plus honnête. Je me réveille le matin, je prépare mon thé, je coupe des fruits au lieu du gâteau, et je regarde autour de ma cuisine avec un sentiment de propriété qui va plus loin que n'importe quel papier ne pourrait le décrire. Ce qui m'est arrivé ne m'a pas brisé. Cela m'a clarifié. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire puissante.